Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JD de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment doit-on s'habiller pour aller en cours? La question se pose en vue de l'actualité de ces dernières semaines. Alors bien sûr, il y a le problème des marques à l'école, mais il y a aussi le problème des signes religieux ostentatoires. Alors y a-t-il une tenue républicaine à avoir? On en parle tout de suite avec nos invités. Choisir son orientation et non la subir, c'est l'objectif que s'est fixé le fondateur de Super Futur qui vient en aide aux jeunes dès la 4e. On en parlera en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de Souvenir d'écolier avec Malika Ménard. Cette semaine, elle reçoit Laurent Mestret. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité de l'éducation avec Mickaël Dos Santos. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Le gouvernement annonce un nouveau coup de pouce pour l'apprentissage. 2 milliards d'euros, c'est le montant qui devrait être alloué à l'apprentissage via le projet de loi de finances présenté aujourd'hui. Une nouvelle enveloppe identique à celle déjà attribuée en juillet dernier. L'apprentissage est en plein boom grâce à l'ouverture, notamment, ouverture simplifiée des centres de formation. Ce coup de pouce est donc logique pour Yves Innekin, c'est le président de l'association de la promotion de l'alternance WALT et il était invité ce matin sur France Info. On est passé en moins de 3 ans de 320 000 jeunes en alternance à potentiellement en 2022 à 800 000 jeunes en apprentissage. L'enjeu est beau, on parle de notre jeunesse, on parle de jeunes qui, grâce à l'apprentissage, je le rappelle systématiquement, accèdent à un emploi. 70% des jeunes qui passent par les voies de l'apprentissage ont, à la fin des 6 mois de leur sortie de l'apprentissage, un métier. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la France a fait son retard sur ses voisins européens comme la Suisse ou l'Allemagne. Il a rattrapé, oui, effectivement. Oui, rattrapé. À Rennes, parents et professeurs se mobilisent pour mettre à l'abri les enfants en situation irrégulière. Tout a commencé en octobre dernier. 2 camps de migrants sont évacués. Une dizaine d'enfants se retrouvent alors sans logement. Et c'est ce moment-là où des parents et des professeurs ont décidé d'accueillir dans les écoles primaires ces enfants pour l'hiver. Le but, c'est de les aider, ces enfants, parfois fatigués, parfois malades. Un système de roulement a alors été mis en place. Certains amènent le déjeuner, d'autres le repas du soir, d'autres encore veillent sur eux la nuit car leurs parents, eux, dorment un peu plus loin dans un camp. Ces familles savent en tout cas que la situation reste précaire, mais ce coup de pouce reste le bienvenu, surtout qu'il devrait se prolonger avec l'accord de la municipalité de Rennes, et ce malgré la fin des vacances scolaires. Ah oui, je ne savais pas que les parents étaient séparés des enfants dans les camps. Il n'y a uniquement que les enfants qui sont logés dans ces écoles. Les inégalités entre les filles et les garçons en mathématiques commencent dès la primaire. C'est ce que confirme une étude de l'INED, l'Institut national des études démographiques. Alors que les filles ont un léger avantage avant le CP, tout bascule entre 5 et 6 ans. À cet âge-là, le fossé se creuse entre les filles et les garçons. Une différence de niveau invisible dans d'autres matières, comme le français par exemple. Alors comment l'expliquer? Alors selon l'INED et selon cette étude, beaucoup de petites filles se désintéressent très tôt des mathématiques à cause des stéréotypes de genre depuis la primaire. Souvent, on considère les garçons comme naturellement meilleurs en mathématiques, ce qui est bien évidemment faux. Autre exemple, la plupart des scientifiques sur les jouets ou encore les livres pour enfants sont incarnés par des hommes et non des femmes. Les conséquences arrivent donc plus tard, notamment sur le marché de l'emploi, où les femmes sont sous-représentées dans des métiers de la science, de l'ingénierie ou encore de la technologie. Et d'ailleurs, les maths sont revenus dans le tronc commun, ça y est, après le choix qui avait été fait sur Parcoursup. La discrimination capillaire pourrait bientôt être illégale dans les écoles en Grande-Bretagne. C'est la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme qui agit au Royaume-Uni, qui a adressé aux écoles de nouvelles directives pour mettre fin aux discriminations liées aux cheveux. Selon cette institution, beaucoup d'enfants aux cheveux crépus n'ont pas pu se rendre dans leur établissement avec leur coupe naturelle, souvent des coupes afro. Ces pratiques seraient donc illégales, au motif notamment qu'elles peuvent avoir un impact psychologique sur les enfants. À voir maintenant si le gouvernement de Rishi Sunak, qui est le nouveau Premier ministre britannique, va appliquer ces conseils. Il n'est pas obligé de le faire. C'est-à-dire les cheveux crépus, on n'a pas le droit d'aller à l'école? Alors ce n'est pas qu'on n'a pas le droit d'aller à l'école, c'est que certains élèves malheureusement ont été exclus parce qu'on considérait que cette coiffure n'était pas adaptée au système scolaire britannique. Oui, c'est ça, pas le droit d'aller à l'école. D'une certaine du racisme, quoi. On peut le dire ça comme ça, oui. Merci beaucoup, Mickaël, merci. Quel est l'impact de la tenue vestimentaire des enfants à l'école? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite. Pour
en parler, je suis ravie d'accueillir un plateau exclusivement féminin et tant mieux. Ravie d'accueillir Fatima Benomar, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes militante féministe. Et face à vous, j'accueille Emmanuel Ménard, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir aussi. Vous êtes député de l'Hérault. Alors, après 313 atteintes à la laïcité à l'école en septembre 2022, l'uniforme à l'école revient fréquemment dans le débat public et même jusque dans l'Assemblée. Après une première proposition de loi faite par le groupe RN qui vise les écoles et les collèges publics, Emmanuel Ménard, vous allez plus loin puisque vous proposez justement de l'étendre jusqu'au lycée. Racontez-nous. Oui, effectivement, j'ai proposé de l'étendre jusqu'au lycée et d'ailleurs, pas seulement les établissements publics comme c'était visé dans la première proposition de loi que vous avez mentionnée, mais pour les établissements scolaires publics et privés qui sont sous contrat avec l'État. Alors pourquoi j'ai proposé en fait d'augmenter le champ d'application de cette proposition de loi, c'est qu'en fait on voit que les signalements pour justement des ports ostentatoires de vêtements ou de signes religieux dans les établissements scolaires, c'est principalement, et on le comprend, c'est principalement dans les collèges, mais aussi beaucoup dans les lycées. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, il y a eu des heurts dans plusieurs lycées en France autour du port du voile ou des vêtements religieux. Et c'était donc dans des lycées, pas dans des collèges. Donc je me dis que si on s'arrête au collège, on va rater notre cible, on va rater le but recherché qui est d'apaiser en fait le climat dans les établissements scolaires pour faire en sorte que les élèves ils soient là pour travailler, pour étudier et pas pour avoir des revendications, qu'elles soient religieuses ou d'un autre ordre, parce que c'est pas toujours religieux, mais en ce moment souvent, et on voit une recrudescence de ces signaux qui sont envoyés par les élèves, notamment de confession musulmane. Alors, quand vous dites d'un tout ordre, vous pensez aussi idéologique. Justement, Fatima Benomar, est-ce que vous pensez que l'uniforme peut justement enrayer ce problème-là? Des messages sont transmis, quelle que soit la religion d'ailleurs, parce qu'on fait toujours un signalement sur l'islam, mais c'est pareil évidemment pour la religion catholique, la religion juive, toutes les religions qui sont représentées. Moi, j'ai souvent l'impression que l'uniforme est pensé comme une solution cache-sexe à tout un tas d'inégalités, de discriminations. C'est-à-dire que souvent, avant, on nous présentait l'uniforme comme quelque chose qui allait gommer les origines de classe. Et on sait, on a quand même des retours d'expérience. D'ailleurs, il y a des zones, des régions en France, notamment dans les Outre-mer, où il y a une grosse expérimentation sur le port de l'uniforme. Et on sait bien que les personnes... leurs origines sociales ne sont pas gommées par ce port d'uniforme parce que les classes sociales vont marquer à la fois ce qui transparaît quand même de manière vestimentaire sur les chaussures, sur les discussions, sur les références culturelles, voilà. Et donc, je pense que ça va être exactement la même chose et sur les questions du sexisme et sur la question de la religion. Là, ce qui s'est passé en fait effectivement en France en 2005, c'est qu'il y a eu un changement dans la philosophie de la loi qui fait que pour la première fois, les usagers d'un service public étaient concernés par le fait de ne pas montrer de signes religieux ostentatoires. Et donc, c'est vrai que ça a ouvert un peu la voie depuis à une infinie extension, on va dire, de cette boîte de Pandore. C'est-à-dire que maintenant, on met sur le débat, est-ce qu'à l'université, les filles peuvent porter par exemple le voile? Est-ce qu'elles peuvent rentrer? C'est Éric Ciotti qui demandait carrément à ce qu'elles ne puissent pas rentrer à l'hôpital public. Et donc, il y a souvent une incompréhension aussi dans les quelques centaines d'incidents qui ont eu sur les millions d'élèves sur ce qu'était un signe ostentatoire, puisque typiquement, par exemple, le camis, moi qui suis par exemple marocaine, je n'aurais jamais connecté à ça. Le camis à la religion. Voilà. C'est ça. Donc en fait, finalement, et c'est ce qu'on se dit souvent sur ce plateau-là, avec toutes les personnes qu'on a la chance de recevoir ici sur Scoop TV, la question c'est le flou artistique finalement sur qu'est-ce qu'un signe religieux ostentatoire. Parce que plusieurs fois, on m'a dit, mais si, écoutez, à partir du moment où c'est caché, on le sent pas. Finalement, Emmanuel Ménard, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un signe religieux ostentatoire? Mais si vous me permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce qui a été dit un tout petit peu avant, parce que vous l'avez dit vous-même, le problème, c'est le flou artistique qui règne autour de tout ça. Et effectivement, c'est un vrai problème, parce que ce sont les enseignants eux-mêmes qui demandent de la clarté. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui disent qu'ils sont démunis et qu'ils n'ont pas de règles claires pour pouvoir, répondre aux élèves qui font, selon les cas, soit
de la provocation, soit du prosélytisme, soit simplement suivent un effet de mode par leurs copines ou ce genre de choses. Et par exemple, qui répondent aux professeurs quand elles arrivent avec une robe longue, que ce soit abaya, que ce soit camis, ils disent mais non, mais c'est pas religieux. Et le problème, c'est que les professeurs répondent, en fait, nous, on a besoin d'avoir une réponse claire qui nous soit dictée par le ministère de l'Éducation nationale pour dire c'est interdit, parce que si, en fait, on commence à poser la question, et d'ailleurs le ministre Papendiaï l'avait bien expliqué en disant il faut savoir si le vêtement est religieux. En fait, on s'en fiche un peu, mais savoir s'il devient religieux par destination. À partir du moment où vous posez la question et vous demandez au professeur de répondre à cette question, est-ce que le vêtement porté est religieux par destination, eh bien, en fait, vous apportez une part de subjectivité et c'est ce que les professeurs refusent. Les professeurs, ils ont juste besoin d'avoir des réponses claires à leur interrogation. Et la réponse claire, justement, c'est pas ce genre de vêtements. Mais ce genre de vêtements, vous voyez bien que quand on le propose et quand on le prononce comme ça apporte une difficulté parce que c'est vrai que c'est subjectif. Alors, la robe longue qui a été à la mode pendant les 2-3 années dernières, ok, mais pas le vêtement qui serait un peu plus religieux. Donc, la solution la plus claire et la plus nette, ce serait justement l'uniforme. Et je suis pas tout à fait d'accord avec l'invitée qui est sur votre plateau parce qu'elle dit qu'il y a des expérimentations. C'est pas des expérimentations. Dans les territoires d'outre-mer, ce ne sont pas des expérimentations, c'est effectivement la règle. Le port de l'uniforme, c'est la règle. Et c'est vrai que ça règle beaucoup de problèmes. Alors attendez, parce que je reprends ce que vous dites, Emmanuelle Ménard. Vous dites qu'il y a un flou artistique, effectivement, et on se le dit toutes les trois. C'est vrai que c'est quand même pas extrêmement clair, certes, mais ça n'empêche que en quoi l'uniforme, je reprends votre expression, vous dites cache-sexe ou un cache-misère ou ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Je dis cache-misère, c'est une expression, hein, attention. En quoi cela va-t-il résoudre le problème, l'uniforme? Puisqu'on aura toujours, par exemple, la baya en dessous, ou alors le voile porté. Donc, dans tous les cas de figure, en quoi, justement, la question se pose, en quoi l'uniforme va-t-il changer la règle? Si vous avez un uniforme, si vous devez porter l'uniforme, vous n'avez plus justement la question. Vous ne pouvez pas porter un uniforme par-dessus une abaya, c'est pas possible. Et ça réglera aussi tous les problèmes qui ont été posés. Alors, je ne sais plus l'été dernier, mais il y a peut-être 2 étés de ça, où on voyait des jeunes filles, et à nouveau le ministre, c'était pas le même, c'était Jean-Michel Blanquer à l'époque, et il avait été obligé d'intervenir pour expliquer ce que c'était qu'un vêtement décent pour venir à l'école. Parce qu'on voyait des jeunes filles arriver avec des crop tops ou des garçons arriver en short et en tongs. Et pardonnez-moi, mais il y a des vêtements qui ne sont pas prédestinés à être portés à l'école parce que quand on va à l'école, on y va non pas pour faire un défilé de mode, non pas pour avoir des revendications religieuses, mais on y va pour travailler, pour apprendre, pour recevoir l'enseignement que les professeurs vous y apportent. Et ce port de l'uniforme, il réglerait toutes ces questions-là. Pas seulement les questions religieuses, mais toutes les questions des vêtements qui ne sont pas adaptés quand on part à l'école. J'entends, mais alors je ne sais pas si un t-shirt porté à ce niveau-là ou en dessous du nombril va changer quoi que ce soit à la façon de travailler, mais c'est une question que je pose, effectivement, Fatima Benomar. Est-ce que vous pensez que l'uniforme peut régler ce problème-là? Non, j'ai des souvenirs de lycée. Alors, moi, j'ai grandi au Maroc, j'ai étudié là-bas. C'était dans un lycée public où j'avais donc l'uniforme. Et très franchement, déjà, ça nous gavait parce que c'était l'âge où on commençait à avoir des formes. Et donc, c'était quelque chose d'absolument difforme. Et je me souviens de toutes les techniques qu'on devait trouver pour que ça marque un petit peu la taille. Oui, mais alors ça, à l'inverse, pardon de vous reprendre, mais sur le côté justement des femmes et des filles plutôt qui grandissent, effectivement, qui se sentent mal justement à cause de leur forme, c'est une façon aussi de pouvoir ne pas être trop sexualisée, si je puis dire, aussi à l'école. Malheureusement, et beaucoup de filles en font l'expérimentation, quelle que soit la tenue, elles vont subir, quoi qu'il en soit, du harcèlement de rue ou de la sexualisation. En fait, ce qui s'est passé avec la lycéenne, quand il y a eu donc ce mouvement du lundi 14 septembre, c'est qu'il y avait eu des affiches dans des lycées, alors comme les règles sont à la discrétion de chaque établissement, qui disaient voilà comment devaient s'habiller les filles. Et donc ce qui était très intéressant, c'était la tranche d'âge en fait qui concerne les lycéennes. C'est-à-dire quand on est un enfant, on provoque un peu pour comprendre les interdits de la société. On essaye de tester un petit peu les limites et comme ça on décode petit à petit ce qui se fait, les implicites de la société, ce qui se fait et ce qui se fait pas. Là, ce qui est intéressant avec les lycéennes, c'est qu'elles ont déjà compris en fait à quel ordre social elles avaient affaire, elles ont déjà compris les codes et elles ont aussi expérimenté leur injustice. C'est-à-dire typiquement 82% des filles en France vont subir du harcèlement de rue avant l'âge de 17 ans et 62% dedans, c'est même avant l'âge de 15 ans.
et elles ont bien compris que c'était quelle que soit la tenue. Elles vont donc vivre du sexisme, elles ne sont plus dupes de l'idée que c'est quelque chose qui serait lié à leur tenue, et puis elles vont subir du slut-shaming, c'est-à-dire du jugement sur leur comportement, sur leurs mœurs, sur leur tenue, sur si elles ont à un moment couché le premier soir ou la première semaine avec un camarade de classe. Et donc effectivement, à ce moment-là, c'est un mouvement de révolte, c'est-à-dire qu'à chaque génération, c'est vraiment pas typique de notre génération-là, chaque génération a essayé de prendre à partie en fait toute la société. C'est ce qu'elle faisait sur Twitter en photographiant des tenues en disant expliquez-moi ce qui est indécent, c'était de faire changer le curseur. Et donc c'est ça ce qu'elles ont fait en fait il y a 2 ans effectivement dans les lycées avec ce mouvement. Et il y avait aussi Balance ton bahut, le 2e hashtag, où elles exprimaient des témoignages d'expérimentation de sexisme, typiquement quand elle portait un t-shirt serré, c'était mal vu. Quand c'était un garçon, ça passait crème. Donc c'est ça en fait ce qu'elle donne comme le questionnement qu'elle pose dans la société. Alors je pense que vous voulez réagir, Emmanuel Ménard, à ce que dit Fatima Benomar. Oui, parce que effectivement, mais je veux dire, la réponse de l'uniforme, moi j'entends ce que vous dites, qu'une jeune fille à l'adolescence, d'ailleurs pas qu'une jeune fille, les garçons aussi, peuvent se retrouver mal à l'aise avec leur corps et que donc ils vivraient pas très bien le fait de mettre un uniforme. Mais pardonnez-moi, quand vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, vous l'êtes pas plus quand vous mettez un uniforme que quand vous mettez un crop top ou quand vous mettez une robe large. Donc en fait, je vois pas en quoi l'uniforme pourrait être une mauvaise réponse. Et puis vous parlez effectivement de ce mouvement qui a été initié il y a 2 ans, mais moi cette proposition de loi, pourquoi je l'ai faite aujourd'hui, c'est à cause justement de la recrudescence des ports de vêtements à destination religieuse dans les établissements scolaires. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qu'il y a une note du service central des renseignements territoriaux sur les atteintes à la laïcité en milieu scolaire qui date d'il y a quelques jours seulement, il y a 2 semaines, et qui dit que tous les signaux sont au rouge dans les établissements scolaires et que la multiplication des atteintes à la laïcité, c'est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste. C'est un vrai problème quand même. Et si on ne prend pas ce problème-là à bras-le-corps, si on se contente de dire « eh ben stop, c'est pas grave, de toute façon, il faut bien que les adolescents s'expriment et puis tout ça, en fait, c'est pas si important que ça » et on n'apporte aucune réponse ni aux adolescents, ni aux professeurs. Et encore une fois, je reviens sur les professeurs parce que ce sont eux qui demandent cette clarification. Et je vous rappelle quand même que la plupart des professeurs, quand ils sont pris à partie par ces élèves, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ils ont en tête Samuel Paty. Et c'est pas rien quand même. Samuel Paty, c'est comme ça que ça a commencé. C'est avec une banalisation de ces discours-là. Emmanuel Ménard, vous parlez de clarification. Est-ce que c'est pas aussi à l'État et au ministère d'apporter une vraie clarification sur le sujet justement des tenues ostentatoires religieuses à l'école? Parce que vous faites une proposition effectivement de loi intéressante sur l'uniforme, certes, mais est-ce que c'est pas justement pour pallier à ce flou? Est-ce qu'il ne faut pas régler le flou? Sauf que le ministre de l'Éducation nationale a répondu qu'il ne voulait pas répondre à ce problème-là par une circulaire. Ben oui, mais sauf qu'en fait, les professeurs, ils ont envie d'une réponse. Alors, si le ministre n'est pas capable de l'apporter par une circulaire clair, qui clarifie et qui met au propre et au clair les règles qui doivent prévaloir dans un établissement scolaire. Et alors s'il ne veut pas le faire, passons-en par autre chose. Et cette autre chose, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que c'est la réponse idéale, mais cette autre chose, en tout cas, aujourd'hui, cela pourrait être l'uniforme. Il me semble à moi que c'est une bonne réponse parce que ça ne s'attaquerait pas, et on pourrait pas, ça ne s'attaquerait pas qu'aux signes religieux, comme je l'ai dit, ça s'attaquerait justement à toutes ces tenues qu'on peut qualifier d'indécentes. Le terme vous plaît ou vous plaît pas, c'est pas le problème, mais en tout cas, ces tenues qui ne sont pas adaptées à l'apprentissage scolaire et qui font que les élèves, du coup, peuvent être détournés de l'attention qu'ils devraient porter justement à leur cours et rien qu'à leur cours. Et donc, ça aurait le mérite d'apporter une réponse claire pour tout un tas de sujets. Alors justement, il y a plusieurs sujets. On va parler dans quelques secondes des tenues par rapport au sexisme, par rapport aux filles de manière générale, et aussi aux marques qui sont très présentes à l'école. Donc tout ça, c'est un lien avec l'uniforme. Je veux juste terminer sur ce point précis par rapport à la laïcité, si je peux dire, par rapport à justement ces tenues religieuses ostentatoires à l'école. Est-ce que vous pensez, encore une fois, Fatima Benomar, que l'uniforme peut régler ce problème? Est-ce que ça peut pallier au message qui est véhiculé quand on cherche réellement à imposer une idéologie au sein même des établissements où on ne peut pas le faire puisque la loi l'interdit?
Je vous avoue que je suis un peu gênée par tout le mélange. Déjà, je ne valide pas l'expression de banalisation de l'islam. Islamisation, voilà. Madame a dit. Pas de l'islam, hein. Cas, Islamisation. et quand elle dit aussi que l'école ne peut pas être détournée d'un autre objectif que de donner des cours, c'est extrêmement naïf. C'est-à-dire que les expériences de socialisation qu'il y a à l'école, ce n'est absolument pas réduit qu'aux cours. C'est aussi les rapports typiquement filles-garçons dans la cour et les histoires humaines qui vont se construire autour de ce qu'on fait à l'école. Donc elles n'ont pas juste exprimé un malaise quand elles ont lancé ce mouvement, elles ont exprimé une révolte, c'est-à-dire une expérimentation d'injustice par rapport aux garçons. Sur la question de la laïcité, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'à cet âge-là, on commence à décrypter aussi des sujets d'actualité. Et je pense que ce que comprennent aussi ces filles, c'est que là, on dit qu'on leur interdit typiquement, par exemple, le port du voile dans l'espace scolaire, mais elles comprennent bien qu'avec toutes les polémiques de, par exemple, la chanteuse qui va sur TF1 et qui porte un turban et qu'on va dégager, etc., les polémiques quand on voit une femme voilée, par exemple, tenir un bureau de vote, ce qu'elle a complètement le droit de faire, être dans le public d'un conseil régional, ce qu'elle a complètement le droit de faire, etc., elles comprennent en fait que l'histoire de l'interdit peut aussi effectivement être un prétexte à étendre la stigmatisation des femmes voilées dans tout espace en fait de la société, même quand c'est complètement permis. Et je me demande si la multiplication en fait des polémiques autour d'elles font qu'il y a justement une revendication du côté des filles à porter ce voile par mouvement de résistance, en fait, avec ce qui se passe dans la société. Oui, en fait, ce que vous dites, elles se sentent rejetées et donc du coup, elles ont d'autant plus envie de le porter. Oui, en fait, elles ne croient plus le discours comme quoi c'est au nom de la laïcité et du droit, puisqu'elles voient bien qu'il y a des polémiques qui existent dans la société, même quand les femmes ont complètement respecté les règles et ont porté le voile à des endroits où elles ont le droit de le faire. En tout cas, nous, ce que je sais, parce qu'autant qu'association féministe, on en voit beaucoup, par exemple, de signaux pour dire que les femmes voilées sont les bienvenues dans nos associations. Et pourquoi ? Parce que la stratégie de recrutement des islamistes, c'est quoi le discours qu'ils vont avoir autour d'elles ? C'est, vous voyez, quoi qu'il en soit, vous allez être rejetés. Les féministes vous crachent dessus, la société vous crache dessus, vous allez être discriminés, donc venez dans notre giron. Mais pourquoi rentrer dans ce discours-là, dans ces cas-là ? Parce que elles, en fait, comme il y a dans toute la société des polémiques typiquement autour des musulmans et des femmes qui portent un voile plus précisément, forcément, ça sert de levier à recrutement pour les islamistes en disant quoi que vous fassiez, même quand vous vous pliez à toutes les règles, on trouvera toujours les moyens de faire des polémiques sur votre dos. Et du coup, nous, les féministes, c'est important de construire un contre-discours pour leur dire que vous avez des espaces où on va défendre vos droits et où vous ne serez pas stigmatisés. Emmanuelle Ménard, une réaction à ce que dit Fatima Benomar ? Oui, écoutez, moi je suis un peu surprise parce que vous parlez de différents sujets en même temps. Par exemple, vous dites l'école, c'est pas fait seulement pour apprendre, c'est aussi un espace de socialisation et notamment entre filles et garçons. Pardonnez-moi, mais enfin, venir à l'école en abaya ou avec un voile, je pense pas que ce soit un message très clair de socialisation entre filles et garçons, parce que justement, ça renvoie à ces règles d'un islam rigoriste. Je vous rappelle quand même qu'en Iran, il y a des femmes et des hommes qui meurent aujourd'hui parce qu'elles veulent pouvoir enlever leur voile. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en France, on assiste à un mouvement assez important, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les services de renseignement territoriaux qui le disent, donc c'est pas une invention de ma part, un mouvement assez important justement pour pouvoir imposer ce voile et ces vêtements religieux en France. Alors moi, j'estime que quand même quand on se dit féministe, on pourrait quand même avoir une pensée pour les femmes iraniennes qui justement se battent contre ça et ne pas revendiquer ou appuyer ou soutenir ce mouvement-là dans nos établissements scolaires en France. Ça me semble un peu étonnant et contradictoire. C'est pas du tout étonnant ni contradictoire. Déjà, le port de voile n'est absolument pas un signe d'un mouvement rigoriste. Il y a plein de femmes dans ma famille, par ailleurs, qui portent le voile et qui ne sont absolument pas des personnes qui défendent une lecture rigoriste de l'islam. Pas du tout. La deuxième chose, puisque vous citez les Iraniennes, je vous rappelle que les Iraniennes ne demandent absolument pas à ce qu'on interdise le voile. Elles demandent à ce qu'on interdise le fait qu'il soit imposé. Elles ne demandent pas au régime iranien d'aller arracher de force les voiles de leur maman ou de leur mamie. Et c'est pour ça que je me sens complètement cohérente quand je défends absolument la cause des femmes iraniennes dont le régime rigoriste, pour le coup iranien, veut leur imposer le voile.
imposer le voile et jusqu'à effectivement tuer les femmes qui ne le porteraient pas correctement selon ce qu'ils disent. Donc un pouvoir quand même dramatique qui se passe là-bas. Emmanuel Ménard, je sais que vous avez de gros rendez-vous importants. Merci mille fois d'avoir été avec nous dans cette émission pour parler justement de votre proposition de loi sur l'uniforme. À très bientôt et donc voilà, s'il y a des avancées, revenez nous voir et avec plaisir on en discutera. Je vous garde Fatima, merci. Je vous garde Fatima Benamar pour justement poursuivre cette discussion car effectivement pour vous, donc vous le dites, c'est important au sein effectivement du choix des musulmanes en France, bien entendu, chacun fait bien ce qu'il veut. La loi en revanche à l'école effectivement stipule que les signes ostentatoires religieux sont interdits. Est-ce que, encore une fois, et c'est la troisième fois que je pose la question, mais je vais y arriver, je vais avoir ma réponse, est-ce que pour vous, un uniforme, véritablement, ça va régler ce problème justement de l'abaya qui puisse être portée, le camis qui pour vous n'est pas un signe religieux mais qui en fait débat, donc c'est pour ça que je le cite à l'école, ou pour d'autres signes, je ne sais pas moi, une toile de David, une énorme croix comme ça, n'importe quoi, bref, tout ce qui serait un signe, enfin je dis n'importe quoi, n'importe quel signe religieux ostentatoire à l'école, est-ce que ça pourrait être réglé par l'uniforme? Non, pardon si j'ai pas été assez claire, le premier propos que j'ai dit c'est que je pense qu'on se sert souvent de l'uniforme pour penser, en fait, gommer tout ce qui dysfonctionne dans la société en disant on va uniformiser. Le terme porte très bien, on va dire, sa connotation. Et moi, je ne pense que ça n'a jamais résolu ni la question des disparités sociales, ni les questions de genre. C'est pas vrai qu'on va moins slut-shamer les filles parce qu'elles seront derrière leur uniforme. Et je ne crois pas non plus que ça aidera la question des atteintes à la laïcité, parce que des personnes qui veulent revendiquer une atteinte à la laïcité, elles trouveront toujours le moyen de le faire à travers leur uniforme. Donc, je pense que ces questions doivent être traitées. Moi, je suis pour la loi de 2005, je me suis toujours positionnée pour. En revanche, j'aurais aimé, en fait, par intérêt, en fait, pour les élèves, essayer d'en faire un bilan, c'est-à-dire un bilan de savoir s'il y a des personnes qui ont été exclues, par exemple, de l'espace scolaire et qui ont été orientées vers des écoles religieuses. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important qui permettrait de rationaliser le débat et de voir effectivement quelles sont les meilleures stratégies, en fait, pour garder la promesse républicaine qu'est la valeur républicaine qu'est la laïcité. Et je pense que, par ailleurs, quand on discrédite la laïcité à ce point, avec les polémiques dont j'ai parlé, qui concernent des femmes qui ont complètement le droit de porter le voile dans les espaces où ça bat, du coup, forcément, auprès des jeunes, ça discrédite. Elles se disent, mais attends, c'est quoi ces histoires de laïcité? C'est vieillot, je vois d'autres pays où il y a des femmes qui portent un voile au Parlement. Pourquoi on en fait toute une histoire? En fait, la laïcité dit que cela permet justement de pouvoir pratiquer sa religion comme on l'entend. En fait, cette loi permet la liberté. Voilà, en fait, théoriquement, c'est ça. Et quand, à côté de ça, elle voit que la laïcité qui est censée garantir le droit de croire ou de ne pas croire... Et de pratiquer surtout. Voilà, et de pratiquer et de ne pas pratiquer, va s'abattre sur des femmes qui, typiquement, c'était, je crois, les dernières élections qu'il y avait eu, il y avait une femme qui était agent de bureau de vote et qui portait un voile, et hop, ça a fait une polémique, alors qu'elle y a le droit. Donc c'est ça, en fait, qui discrédite à la base ce qui était un principe beau et égalitaire. Alors, il y a une collégienne marseillaise qui a fait un tweet assez intéressant. Elle dit je vous en prie, ce n'est pas nos jupes qui sont trop courtes, ce sont les regards des garçons qui sont déplacés. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est clairement ce vers quoi elles ont essayé d'attirer notre attention. C'est-à-dire que Madame Benamar a voulu un peu balayer ça d'un revers de la main en disant c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est pas à l'école de régler ça. Non, mais mini-jupe et croque-top, c'est possible à l'école selon vous ou pas? En tout cas, le débat qu'elle pose en fait... Garçon en short et claquettes chaussettes par exemple, parce que je vais faire les deux côtés. Hein. Typiquement, quand il y avait eu la mode des slims pour les garçons ou des tailles basses, ça n'avait pas provoqué exactement les mêmes réactions. C'est-à-dire qu'elles, ce qu'elles disent, je pense qu'elle-même, elle avait vu ça comme un mouvement un peu provocateur. Elle disait, demain, on vient avec une tenue provocante. Mais il faut bien comprendre toute l'ironie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, ce qu'elles disent en sous-titre, c'est en quoi vous trouvez ma tenue provocante. Et donc, en fait, elles forcent la société à devoir effectivement se positionner. Et après, quand elles deviendront adultes, elles tranchent. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis devenue adulte, j'ai décidé d'être dans le no-bras, c'est-à-dire de ne pas porter de soutien-gorge. Je sais que je vais en payer un coût social, je sais que si je me présente... Quel coût social? Typiquement, aller comme ça en entretien d'embauche, je sais qu'il y a des moyens que ça fasse baisser mon taux de possibilité d'embauche ou mes opportunités. Parce que vous ne portez pas de soutien-gorge? Par exemple, oui, je sais qu'il y a des opportunités qui m'ont échappé aussi par rapport à ça, parce que c'était mal vu. Mais au contraire, on pourrait se dire c'est sexy, par exemple. Oui, mais on aurait pu imaginer que vous êtes qu'un employeur peut aussi trouver que c'est problématique d'être sexy
hors des codes majoritaires de la société. Mais moi, voilà, il se trouve que je suis adulte, j'assume, je me suis dit, j'ai compris que ça pouvait déranger, mais moi, je trouve que c'est injuste que ça dérange, eh bien, je prends le risque. Là, elles sont dans l'âge un peu avant, où elles sont plus dans la revendication, et après, elles feront des choix selon ce qu'elles ont trouvé juste ou pas, de garder des dreads, par exemple, en fait, de défier tout ce qui, dans la société, semble hiérarchiser des normes et de manière, selon elles, qui sont arbitraires et pas forcément justes. Donc c'est ça ce qu'elles nous disent aujourd'hui, c'est qui a décidé un jour que la mini-jupe chez la fille était problématique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fatima Benomar. Je rappelais que vous êtes donc militante féministe. Ce sujet sur l'uniforme, évidemment, mais sur les tenues, effectivement, à l'école est un vrai problème. Je voudrais juste une dernière question. Vous me permettez quand même en régie, je sais que vous allez hurler, mais c'est pas grave. Juste sur les marques, parce que les marques à l'école, il y en a tout le temps et partout. Comment faire justement pour enrayer ce problème qui crée pour le coup de vraies disparités sociales? C'est-à-dire les marques portées par les élèves? Oui. C'est toujours la même question. C'est-à-dire que oui, on aura beau essayer de lutter pour la mixité, on va dire, de classe, il y aura toujours des dehors d'apparats de classe qui vont apparaître. Donc même si on gomme et qu'on interdit les marques, ça apparaîtra de cette manière. Il y a même des sociologues qui montrent que même dans la manière de se comporter, de se tenir, etc. Il y a des marqueurs de classe qui sont évidents, qui fait qu'on devine tout de suite, très facilement, les origines sociales des uns et des autres. Donc encore une fois, je trouve que c'est prendre la question de son bout de la lorgnette le plus superficiel. Merci beaucoup à Fatima Benomar d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera, le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. Je vois du vert, je sais pas pourquoi. Non mais des plantes. En fait, je pense que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de choses en pratique. Oui. Ça, c'est mon école rêvée. Et la réalité? En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir Stéphane Vincent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Super Futur. Waouh, déjà le nom, ça claque. Ça en dit long quand même. On essaye. Super Futur qui a 1 an et 1 mois tout juste, Exactement. qui propose des parcours sur mesure aux jeunes afin de les orienter au mieux. Et quel sujet, l'orientation, surtout depuis que Parcoursup existe. Ouh, aïe, aïe. Vous êtes dans le monde de l'éducation depuis bien longtemps, à la fois en tant que professionnel et aussi en tant que père, puisque vous êtes papa. Vous étiez en charge de formation continue, mais également, donc, je le disais, sur le plan personnel, vous êtes père de 2 ados. Ils ont quel âge? 19 et 16 ans. Ah, plus ados maintenant, ça y est, on est passé dans l'étape d'après. Tout est relatif. Mais ça a été un vrai sujet l'orientation pour eux ou pas? Ça reste un sujet. Ça reste un sujet. Toujours maintenant? C'est le sujet d'une vie, l'orientation. C'est le sujet de savoir quelle sera... C'est un message que vous me donnez. Il faut que je me réoriente. Chacun son super futur. On rêve tous de notre super futur. Mais évidemment, dans l'orientation, ça reste de toute manière quelque chose. Se trouver sa place et trouver sa place dans le monde professionnel. La solution scolaire, finalement, c'est le moyen d'y arriver. Et c'est surtout dans cette logique-là qu'on a construit Super Futur. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous avez créé Super Futur parce que vous vous êtes rendu compte, avec vos fils, que ça a été très compliqué de trouver l'orientation qui leur allait, qui leur convenait? Absolument.
je m'en suis rendu compte dans mon environnement professionnel. Pendant 20 ans, j'étais dans des écoles de commerce et mon métier, c'était d'accompagner les jeunes sur les stages, l'orientation, l'apprentissage, le premier emploi. Je voyais qu'ils étaient bien, qu'ils étaient tous très intelligents et que tout allait bien, mais ils ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient faire. Et moi, parallèlement, je me retrouve avec mes 2 enfants, un qui a des très bonnes notes, dans lequel on ne sait absolument pas ce qu'il peut faire, puisque finalement, il a tellement de choix possibles qu'il va falloir choisir. Et maintenant, c'est pas que le choix qui prévaut, c'est aussi l'envie. Est-ce qu'il avait des envies? Est-ce qu'il savait? Choisir, déjà, ça veut dire qu'on va mettre la place du choix. Mais aujourd'hui, dans l'orientation, dans 98% des cas, on n'est pas dans un choix. On est dans une intuition dans laquelle vous le passez au tamis des notes. Mais d'ailleurs, la question qu'on pose en général à un enfant, c'est « qu'est-ce que tu veux faire ?» En général, il vous répond une chose. Il ne vous en répond pas 4, et puis je vais tester, et puis je vais voir. Sûr. Et donc, nous, la logique, ça a vraiment été de se dire... On va voir ce qui s'est passé pour les jeunes. Moi, avec mes 2 enfants, je vous dis, j'en ai un qui avait des bonnes notes, tout se passait bien. Mais il fallait choisir, à partir de la seconde, les spécialités pour le bac. Mais maintenant, c'est encore pire, maintenant, c'est en 3e. Non, c'est en seconde. Mais en 3e, il faut commencer à préparer le terrain. Clairement y réfléchir, oui. Exactement. Sachant qu'il y en a certains qui, de toute manière, feront une filière professionnelle qui, elle, sera effectivement un choix de fin de 3e. Vous avez tout à fait raison. Et puis, parallèlement, j'ai un 2e garçon qui est un peu différent par rapport à la norme attendue, et qui, lui, trouvait pas sa place. Et quand on trouve pas sa place, finalement, on vous renvoie sur quelque chose de négatif. Et plutôt que de le casser, l'idée, c'est de se dire comment on peut l'accompagner pour qu'on révèle ce qu'il est et donc toute sa valeur, et de faire en sorte que si ça m'arrive à moi, ça doit exister pour des dizaines de milliers de gens en France. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de proposer une solution avec Super Futur. Alors, il y a au sein des établissements, normalement, des conseillers d'orientation. Les pauvres, ils sont démunis, dépassés, ils sont pas assez nombreux. Comment ça se fait qu'ils répondent pas aux attentes? Les 3. Je pense qu'ils sont mal formés parce que je pense qu'on ne met pas les moyens pour les accompagner. La deuxième chose, si on prend juste un chiffre, ils sont 1 pour 1280 jeunes, ce sont les chiffres de l'éducation nationale que je cite. Donc ça veut dire que même si à un moment, alors là on essaye de trouver des solutions en disant qu'il faut prendre les profs principales pour les aider, mais ils ne sont pas formés, et d'autre part ce sont des gens qui malheureusement n'ont pas de vision de ce qu'est la réalité du monde des entreprises. Et du monde de demain, car on sait les métiers d'aujourd'hui ne sont absolument pas ceux de 2035. Alors je pense qu'on est sur de la dénomination et de la sémantique de métiers. Les métiers fondamentaux restent les métiers fondamentaux. Par contre, ils vont être évolutifs, on va leur apporter de la techno, on va leur apporter des nouvelles approches, mais le fondamental des métiers restera le fondamental des métiers qui existait il y a 20 ans et qui existera dans 20 ans. Il y aura toujours des médecins, il y aura toujours des boulangers, il y aura toujours des coiffeurs. Par exemple. Il y aura toujours des journalistes. Mais voyez, si on prend influenceur, est-ce qu'on n'est pas dans un métier de publicitaire qui a finalement été réadapté dans un... Alors là, vous allez faire hurler les publicitaires. Non, je ne pense pas. Vraiment? Mais non, je ne pense pas. Je pense que le métier, c'est s'intéresser, comprendre et trouver des solutions pour accompagner. Alors, avec Super Futur, qu'est-ce que vous proposez justement? Des programmes sur mesure dès la 4e? Exactement, dès la 4e jusqu'à la terminale. L'idée, c'est d'accompagner un jeune sur un programme sur mesure qui sera long et qui va s'organiser en 3 points. 1, révéler ses points forts, et c'est pas que les notes. Alors, comment on les révèle? Avec des systèmes de questionnement. Nous, on ne fait pas de tests, parce que quand on met des tests en face d'un jeune, en fait, déjà, il vous répond ce qu'il pense être de lui, et pas forcément ce qu'il est. Et la deuxième chose, c'est que vous le mettez en posture passive. Il clique, et à la fin, il y a une révélation. Là, on le met dans une logique dans laquelle il travaille en permanence, en interséance. Donc, on lui pose des questionnaires, on travaille avec des coachs, on a écrit une méthode. Et donc, cette logique-là, elle est portée. Il rédige, qu'est-ce qu'il fait exactement? Attendez, un exemple. Oui, il rédige, il répond, il nous renvoie des éléments, on re-questionne avec lui les éléments de contenu de sa réponse. Donc, on a toute une première partie qui est effectivement sur son mode de fonctionnement, ses appétences scolaires et hors scolaire. Ensuite, une vision plutôt du monde de l'entreprise et des environnements, de grands métiers, de grandes approches. Une fois qu'on a ces éléments-là, on va travailler sur un référentiel et on va lui proposer des solutions pour qu'il aille chercher des métiers et qu'il aille explorer. Explorer, ça veut dire partir faire des stages? Alors, ça, c'est la troisième partie. D'accord. Explorer, c'est vraiment aller voir ce qui existe comme métier. Et une fois qu'on a déterminé 5 métiers cibles, on refait un point avec les parents. Et à ce moment-là, on détermine 2 métiers stages et sur ces 2 métiers qui donneront lieu à un stage. Et là, nous, on va chercher les stages pour les jeunes et pour qu'ils puissent passer 5 jours en entreprise pour voir la réalité et pas l'appartement témoin.
Alors, quand vous parlez des parents, c'est intéressant parce qu'effectivement, vu leur âge, forcément, les parents sont concernés, puisqu'ils sont assez jeunes. Hein, c'est de la 4e à la seconde, vous dites, c'est ça? À la terminale. Même à la terminale, bon. En tout cas, en 4e, c'est certain. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, vous n'êtes pas face, par moment, ah, mais non, tu vas quand même pas faire ce métier-là. Ou non, attends, ça fait 5 générations qu'on est médecin, tu peux pas nous faire ça. Est-ce qu'il y a une influence réelle des parents sur le choix des enfants? Toujours une influence. Déjà, les enfants... Consciente ou inconsciente, d'ailleurs. Voilà, les enfants vivent chez les parents. Après, les parents qui ont vraiment des déterminismes particuliers, j'allais dire, ne vont pas faire appel à Super Futur parce qu'a priori, ils savent, donc ils ne viennent pas nous voir. Oui, malheureusement, et le but aussi, c'est à un moment d'ouvrir le champ des possibles et d'expliquer aussi aux parents pourquoi on en arrive là. C'est mieux connaître son enfant, révéler certains éléments, et puis, in fine, quand on les a révélés, qu'on les a vus, on se dit, mais effectivement, c'est vrai que ce métier-là, il mobilise son mode de fonctionnement. Et s'il était heureux en faisant ce métier-là? L'idée, c'est que cette notion de réussite, elle passe aujourd'hui, et le Covid nous a aidés à cette prise de conscience aussi, c'est que le principal, c'est quand même de se lever tous les matins avec la banane et de se dire, je suis content d'y aller. Après, effectivement, il faut gagner sa vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais attention à la posture sociale de réussite d'un métier. Vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont un métier qui est très prestigieux, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être malheureux? Bien sûr, on en connaît beaucoup. Est-ce que les enfants sont de plus en plus inquiets face justement au choix, à l'orientation? Parce que c'est difficile quand même en 4e, 3e. Alors, heureusement, il y a Super Futur, mais c'est pas évident de savoir ce qu'on veut faire à cet âge-là. Moi, je sais pas, vous avez su très tôt ce que vous vouliez faire? Ah oui, mais du coup, je me suis planté. Mais c'est vrai. Mais en fait, le sujet, si vous voulez, c'est que je pense, et c'est génial, les jeunes ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets? Mais non, ils ne sont pas inquiets. C'est ceux que vous fréquentez, parce que moi, ceux que je fréquente, ils sont tous très inquiets, justement. Non, ils sont pas inquiets. Ils sont inquiets un peu plus tard. Mais ils vont à l'école, ça se passe bien, ils ont des notes. Ce qui les inquiète, c'est est-ce que je vais avoir le bac? Est-ce que je vais avoir les bonnes notes? Mais après, pour le reste... Quel métier choisir? Quel métier faire? C'est pas évident comme question, quand même. Non, mais c'est ça va presque avec qui suis-je, quoi. Non? Exactement. Mais sauf que les métiers, finalement, la question, c'est statutaire. Aujourd'hui, ce que veulent les jeunes, c'est avoir un métier qui disent « je fais ça, t'as vu, je suis bien. Hein. » Et ils connaissent pas les métiers. Si vous leur posez la question, ils vont connaître 30 métiers. Il y en a 2000 qui existent. Donc, le but, c'est on explore et déjà, on pose les choses. Qui tu es? Mais alors, comment vous avez fait pour explorer 2000 métiers? Parce que c'est un sacré job. Moi qui les explore, les 2000 métiers. Vous êtes combien, justement? Comment vous travaillez? Vous travaillez avec des entrepreneurs, avec des entreprises, avec des artisans, avec tous les corps de métier? Alors, on travaille de deux manières. Déjà, on travaille avec des coachs. Et ensuite, on travaille et avec des fédérations professionnelles. Et en même temps, on travaille avec des réseaux de professionnels partout en France, puisque effectivement, on est sur l'intégralité du territoire français. Et l'idée, c'est aussi de mobiliser. Nous, parfois, on a allé chercher un stage à Toulon sur un environnement qu'on ne connaît pas. Et ben, on prend nos téléphones, on essaye d'appeler la chambre locale et de trouver un environnement. Et on nous explique qu'effectivement, il y a une différence entre être maçon et être plaquiste. Bon, a priori, les gens ne savent pas tous ce que c'est qu'un plaquiste. Mais vous voyez, on est capable de le faire, on est capable de voir. Pareil sur le marketing. Et l'idée, c'est vraiment d'aller creuser et d'être au cœur de l'action. Alors, Super Futur, forcément, ça a un coût. Tout le monde ne peut pas se permettre ce coût-là. Est-ce qu'il y a des systèmes qui peuvent aussi permettre à ceux qui ont moins les moyens de savoir s'orienter, soit de faire appel à vous ou de trouver une solution? Pour l'instant, il n'y en a pas. Maintenant, alors, pour être très clair, le coût de l'accompagnement, il est de 1 200 € pour la formule traditionnelle et 1 500 pour la partie terminale, parce qu'effectivement, il y a tout l'accompagnement personnalisé sur Parcoursup qui va de bout en bout. 1 200 €, ça comprend combien de temps de prise en charge? C'est 9 mois, donc ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose qui est digérable, entre guillemets. Maintenant, le plus important, c'est pas de le voir comme un coût, mais comme un investissement. Quand vous n'avez pas à payer et que vous n'êtes pas trompé et que vous n'avez pas 12 000 € à payer sur une école de commerce, je dis pas qu'il faut pas les payer, je dis juste que c'est bien de pas se tromper. Et d'autre part, l'idée, c'est on travaille, nous, avec des solutions d'échelonnement de paiement, de solutions, mais ce qui est important aussi, c'est cette logique d'engagement. Et puis, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas se le payer. Il y a aussi, j'ai des confrères qui, eux, ont des associations qui permettent d'avoir une logique qui n'est pas du tout sur mesure, pas du tout de la même manière, mais qui n'abandonne pas de toute manière les jeunes. Merci beaucoup Stéphane Vincent d'avoir été avec nous. Merci 1000 fois. Je rappelais que vous êtes le président fondateur de Super Futur qui permet justement de comprendre, savoir où est-ce qu'on va finalement, comprendre notre orientation et la mener au mieux. Merci 1000 fois. Maintenant, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit Laurent Mestret. Aujourd'hui, tu es animateur de télévision, tu es auteur maintenant. Ouais. Plus jeune, qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier?
j'avais pas vraiment d'idée, je me voyais pas plus jeune, je me disais pas, tiens, dans 20 ans, qu'est-ce que je ferais, tu vois. Tout de suite, assez jeune, je me suis dit, tiens, kiffe maintenant, fais-toi plaisir, fais des choses. Donc moi, j'étais dans la danse, j'étais dans la musique, je sortais très tôt. Tous les mercredis, j'allais au Queen. Je sais pas si tu connais Queen. Tous les mercredis, j'avais 17-18 ans, et il y avait les soirées qui s'appelaient les soirées Respect, où tu avais les meilleurs danseurs de Paris qui faisaient de la house dance, tu avais du voguing, tu avais du locking, et c'était la réunion de tous les meilleurs danseurs de Paris qui venaient le mercredi, et c'était hyper cool, quoi. Je rentrais le lendemain, j'allais à l'école à 9h du matin, j'avais la tête comme ça, crac, pendant les cours. Donc très tôt, en fait, je me suis dit, vis, quoi. Fais-toi plaisir. Tu te projetais pas en fait, ta non, pas vraiment. C'est carpe diem tout le temps pour être heureux. Et encore maintenant, tu pratiques cette philosophie? Toujours. Kiffe le moment présent, mets-toi toutes les chances de ton côté, travaille très fort pour atteindre tes objectifs, parce que moi, je voulais être très fort en danse, je voulais être très fort en dessin, je voulais mettre toutes mes chances de mon côté pour être le meilleur, quoi, tu vois, même dans mes expériences, dans mes aventures. Donc voilà, ça paye dans certaines choses. Tu rêvais de devenir instituteur à un moment? Ouais, je voulais être prof de sport, ouais. À l'époque, ouais, parce que j'aimais beaucoup ce métier de partage. Pour moi, c'était du partage, voilà, que d'enseigner et puis de partager sa passion. Donc ouais, je voulais être prof de sport. J'ai pas fait d'études pour. Ça t'est vite passé? Ouais, ça m'est vite passé. Parce que voilà, on découvre des activités et puis voilà, finalement, on se trouve meilleur dans une branche. La boxe notamment? La boxe, ça a été ma passion assez tôt. J'ai suivi ma sœur qui a fait... parce qu'à la base, je suis fan de Jean-Claude Van Damme, un grand passionné de Jean-Claude Van Damme. Je connais tous ses films. Bloodsport, je l'ai vu 100 fois. Donc je voulais faire absolument un sport de combat. J'ai voulu m'inscrire au karaté à 11 ans et malheureusement, le karaté n'était pas accessible à l'âge de 11 ans. Donc j'ai attendu et à 12 ans, j'ai commencé la boxe française, qui est un sport de combat très aérien avec des coups de pied exactement comme ceux de Jean-Claude Van Damme. Et après, j'ai pratiqué beaucoup et je suis devenu vice-champion de France à l'âge de 16 ans. Et puis j'ai mis un peu la boxe, enfin je continue toujours, mais j'ai mis un peu de côté. Encore aujourd'hui, t'en fais? Ouais, de temps en temps, je tourne, notamment avec des champions, tu vois, enfin surtout des championnes avec Lucie Berthaud et Anissa Mexen. J'aime bien tourner avec en boxe, etc., en kick, etc. Donc je prends des cours de boxe anglaise aussi. Et donc ouais, la boxe, ça a été une passion jusqu'à 17 ans. Et 17 ans, j'ai commencé à faire de la danse vraiment à fond avec le breakdance. T'as su tout de suite que t'avais du talent? Je sais pas si j'avais du talent, mais quand je me mettais dans quelque chose, je le faisais pas à moitié. Toujours maintenant. Ouais. Dès que t'es passionné, ça marche en fait. Je sais pas, mais je sais pas si ça marche, mais en tout cas, j'y vais à fond, quoi. Ouais, parce qu'il y a quand quelque chose me plaît, je le fais vraiment à fond, vraiment à 200%. Pas forcément pour réussir, mais pour moi, en fait, j'aime tellement pas passer par le côté débutant, amateur, que je veux pratique toujours tellement, être là-haut. Voilà, je veux tout de suite aller être au top. Et dans ta famille, c'est... Non, il n'y a que moi. Il n'y a que toi. Vraiment, donc ça, c'est toi qui t'es formé tout seul ouais, comme toujours ça. tout seul, ouais, toujours. Les autres, ils sont plus tranquilles? Il n'y a que moi qui danse dans ma famille, il n'y a que moi du sport, ils pratiquent, mais il n'y a jamais eu de compétiteur dans la famille. Mais c'était toujours, après, on n'a pas tous eu la même enfance, mais moi, c'était, voilà, c'est comme... Tu te mets un peu de pression quand même. Comment? Tu te mets un peu de pression à vouloir être tout de suite Non, au je ne mets pas de pression, mais je kiffais tellement ça. Je prenais tellement de plaisir là où j'étais. Et puis voilà, je préférais aller au sport et faire de la danse plutôt que de chercher des clients pour vendre du touchy, tu vois. Oui, tu as toujours été... Tu as dit j'ai fait des petites bêtises, mais pas dans la légalité. On est obligé de faire des bêtises à un moment ou à un autre. À un moment donné, je pense que toutes les expériences nous permettent de grandir. Et oui, j'ai fait des bêtises, forcément. J'ai déjà été au tribunal, mais bon, ça va pour des petits trucs, quoi. Voilà, conduite, sans permis, enfin, des petites conneries, voilà, des trucs comme ça. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Laurent Mestré, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. On en a tous fait l'expérience, certains souvenirs nous reviennent plus facilement en appelant des images à notre mémoire. Notre invité du jour en a fait une méthode qu'elle a baptisée la mnémographie. Grâce à elle, les enfants, et c'est vrai pas seulement pour les enfants, retiennent plus facilement des noms de villes, des grandes dates de l'histoire, l'orthographe de certains mots, des légendes mythologiques, bref plein de choses. Et puis au passage, ils apprennent également des informations, de la culture sur tous les sujets, et cela grâce à une collection des éditions Le Robert baptisée Un petit dessin. J'en montre quelques-uns. Un petit dessin pour voyager autour du monde, un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon, ou encore un petit dessin pour connaître des grands personnages. Sandrine, bonjour. Bonjour. Invitée Sandrine Campès de ce grand oral. Alors, mnémographie, définition. On a mnémos,
et graphène. Bravo. Ouais, j'ai révisé en même temps. Hein. Mnémo, ça vient du grec mnémé, qui veut dire mémoire. D'ailleurs, on le retrouve dans amnésie, par exemple. Et dans graphie, mnémotechnique. Ou mnémotechnique, tout à fait. Et graphie, ici, c'est l'image. Donc, littéralement, la mnémographie, c'est la mémorisation par l'image. Et ça s'appuie sur les neurosciences. Tout à fait. J'ai l'un de mes ouvrages qui a été d'ailleurs préfacé par une docteure en neurosciences qui explique que visualiser mentalement une information augmente sa rétention, sa mémorisation. Comment vous êtes venu à... Enfin, comment vous avez eu l'idée? Alors, tout a commencé par l'orthographe. Je me suis rendu compte que c'était difficile de mémoriser l'orthographe d'un mot simplement en le lisant, en l'apprenant. Pour les enfants comme pour les adultes d'ailleurs. Et comme j'ai toujours eu une approche assez ludique de l'apprentissage, à titre personnel, peut-être qu'on en parlera, j'ai développé donc cette méthode pour que, en fait, on sorte du cadre très scolaire, très écriture, et qu'on parle à notre cerveau droit, finalement, l'intuition, la créativité, l'imagination. Et ça aide, ça fonctionne parce que ça aide vraiment à retenir toute plein d'informations, comme vous disiez, l'orthographe des mots, les dates de l'histoire de France, les noms de grands personnages, de divinités, de la mythologie, etc., etc. Pour pouvoir réussir à trouver les Einstein du commerce et de 2022 et surtout de 2030, parce qu'on imagine que votre horizon, évidemment, il est notamment sur ces métiers du futur, ces 85% de professions qui sont encore en cours de création aujourd'hui et qui vont coller à ce monde qui change, à cette économie, à cette société en plein renouvellement. Vous avez dit qu'il fallait miser sur la data pour renouveler le genre. Pourquoi exactement ? Alors déjà, pourquoi une école de commerce doit miser sur la data? Parce qu'aujourd'hui, on fait la data, mais surtout dans les écoles d'ingénieurs. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces deux mondes, commerce et ingénieur, on ne peut plus les dissocier. Alors pour les startups, c'est évident, toutes les startups sont basées sur la tech, mais les grands groupes, c'est aussi le cas. Les grands groupes font tous leur révolution digitale et elles ont besoin de collaborateurs dans les fonctions métiers, donc en marketing, en finance, en opération, qui maîtrisent ces enjeux techniques, qui maîtrisent la data et qui sont capables de l'exploiter pour prendre des décisions plus précises, plus rapides. L'exemple le plus parlant, c'est Amazon, qui est peut-être la première boîte qui était ce qu'on appelle data-driven, donc qui s'appuyait vraiment sur la data. Et puis ça leur a permis d'avoir une trajectoire complètement dingue ces 30 dernières années et de devenir la plus grosse boîte dans le monde. Mais il y a déjà des activités, c'est ça, pour les enfants qui ont 18 mois? Parce que moi, je me souviens que quand j'ai regardé, j'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Il y a pas mal de choses maintenant. D'accord. Il y a des cafés poussettes. Ça, c'est de plus en plus à la mode. Je crois que c'est un concept qui vient des Pays-Bas. D'accord. Ouais. Et en fait, vous allez avec votre enfant, il y a un endroit où vous pouvez les laisser, ils peuvent jouer. Vous pouvez faire du coworking. D'accord. Et votre enfant, à côté de ça, il s'amuse. Il y a des ateliers peinture, des ateliers sculpture. J'ai raté ça, zut. Et il n'est pas trop tard. Il est pas trop tard. Il y en a de plus en plus, en tout cas en banlieue parisienne. D'accord. Il y en a de plus en plus et c'est hyper sympa. C'est génial. Enfin, moi, pour le coup, j'ai cette chance d'avoir eu un peu de temps. J'ai un deuxième enfant qui est né pendant le confinement, donc je me suis vraiment beaucoup occupé à la maison. On a créé beaucoup d'ateliers. On se partageait beaucoup d'idées de faire de la pêche. Pour le coup, les cafés poussettes étaient fermés, quoi. Ouais, tout était fermé. Le premier enfant, il n'était pas né pendant le confinement. Il a commencé, je pense, à 1 an. Sur de nouveaux types de business qui se sont créés en France pour vraiment des ateliers yoga, des ateliers de danse, des ateliers en anglais, des ateliers gym, baby peinture. Et très tôt, je les ai amenés à ce type d'atelier pour essayer de développer leur curiosité et le fait d'être avec les autres. Mais je voulais quand même vous dire qu'on avait tendance à confondre les deux fêtes, Halloween et la fête des morts. C'est vrai. Tant elles sont proches, rapprochées dans le temps, et pourtant c'est pas du tout les mêmes origines ni les mêmes traditions. Déjà, je vous avais expliqué qu'à Halloween, on se déguisait et on mettait des bougies dans les citrouilles, ça permettait pour chasser les mauvais esprits. Exactement. Là, c'est le contraire. Au contraire, venez nous voir, les esprits. Venez. On vous accueille avec grand plaisir. C'est une célébration et une manière totalement différente de voir la mort. C'est une fête qui permet de manifester son amour et son respect pour les morts. Et tout cela se fait dans la joie, la bonne humeur et de préférence avec les costumes les plus extravagants qui soient. Regardez. Desfile del Día de los Muertos en CDMX. Et alors, les enfants étudient tout ça en classe, j'imagine? Mais bien sûr, c'est un incontournable des cours d'espagnol. En tout cas, tout le monde a entendu parler de cette fête des morts et de ses traditions. Il y en a beaucoup, vous allez voir. C'est tellement une institution, cette fête, que depuis 2003, cette journée est classée par l'UNESCO dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et pour cause, quand même, parce que ça fait plus de 3000 ans qu'on la célèbre. Elle nous vient des Aztèques. Et oui, cette célébration des morts sans aucune connotation triste ou négative, ça vient de là parce que les Aztèques croyaient que la mort n'était qu'une étape, en fait,
fait avant une autre vie. Alors chez eux, c'était très codifié. On célébrait cette fête des morts pendant le 9e mois du calendrier aztèque qui tombait en août. Et donc pourquoi en novembre aujourd'hui ? Parce qu'avec l'arrivée des Espagnols sur le continent américain et la diffusion des traditions européennes chrétiennes, les coutumes changent, à commencer par la date. Désormais, la fête des morts est quasiment alignée à la fête chrétienne de la Toussaint. Ok, donc. Et depuis 2008, justement, depuis l'entrée en activité de Pédagogie, vous avez noté des interrogations nouvelles ou différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les parents qui étaient peut-être, tiens, soyons fous, des gamers hier, réussissent à avoir moins de présupposés, moins de clichés sur l'univers du jeu ? En fait, c'est très intéressant. D'abord, les parents d'aujourd'hui sont souvent des parents joueurs. On a plus de parents qui sont joueurs que de parents qui ne sont pas joueurs. Ça, c'est un premier point à prendre en compte. Ce qui est intéressant, c'est que l'image qu'ont les parents du jeu vidéo, elle a fortement évolué. Aujourd'hui, les parents ont une image plutôt positive du jeu vidéo. Ils voient bien que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup, que c'est un objet culturel. Ils sont eux-mêmes joueurs, donc ils connaissent un tout petit peu l'univers des jeux. Et en même temps, il y a encore un certain nombre de craintes, d'angoisses, d'inquiétudes qu'ils font part lorsqu'il s'agit des pratiques de jeux vidéo de leurs enfants notamment. Donc il y a parfois une espèce aussi de décalage entre ce qu'eux vivent dans l'univers du jeu vidéo, ce qu'ils ont connu ou ce qu'ils connaissent, ce qu'ils voient au niveau sociétal, et puis dès lors qu'il s'agit de regarder le jeu vidéo sous le prisme de leur enfant, là ressortent des inquiétudes, ce qui est assez normal, assez cohérent. Et donc nous on essaye de travailler sur ça, de dire, vous voyez, retravaillons sur ce qu'apporte le jeu vidéo et essayons de dédramatiser tout ça. Intéressons-nous concrètement qu'est-ce qui se passe avec vos enfants, et c'est tout l'objet de notre action pédagogique. Vous mettez tout ce que vous testez ou pas forcément ? Alors, non, mais pas tout. D'accord. On met que ce qu'on a aimé. On a un objectif de bienveillance. Voilà, exactement. On a un objectif de bienveillance. L'objectif, c'est pas de donner de mauvaises adresses et que les gens trient en disant « Ah non, en fait, elle n'a pas aimé ça, on va pas y aller. » D'accord. Non, c'est tout ce qu'on a sur notre page. On a aimé, on a passé un bon moment et on le conseille. Et vous leur dites, vous communiquez avec eux justement quand vous allez les voir, maintenant vous êtes identifiés, vous leur dites ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu ? Alors moi je m'identifie à la fin. Je leur dis pas tout de suite que je viens... Vous êtes le client mystère. Non, j'avoue que je fais ça pour moi et pour mes enfants. Donc je le fais pas pour Rock My Kids. Ça devient pour Rock My Kids, mais c'est pas l'objectif à l'origine. Et quand je termine, je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord pour que je prenne des photos ? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous publie ? Et si je publie, c'est parce que ce sera très bienveillant et ce sera parce que j'ai aimé. Bien sûr. Et c'est tout. Et on est aussi contacté par des nouveaux lieux qui se créent à Versailles. On est contacté par... donc on s'identifie si on a été identifié. Mais l'idée vraiment, c'est d'être ce bon copain qui partage un bon plan à une communauté sur des... Je vous coupe, vous êtes vous êtes contacté aujourd'hui parce que vous avez cette nouvelle notoriété. Vous avez en très peu de temps réussi à vous forger une communauté qui vous suit et qui réclame effectivement tous les bons plans. Donc aujourd'hui, on vous contacte. Ils vous demandent quoi, ces lieux, ces endroits ? Ils nous demandent de venir tester le lieu. Ils nous demandent de venir voir ce qu'il se passe. Ils nous demandent des conseils. Et en préambule, voilà, ils vous demandent des conseils. Ouais, tout à fait. Ils nous demandent des conseils pour... Enfin, honnêtement, on n'a pas pour objectif, ni Jess ni moi, vu nos métiers et notre vie, de devenir influenceurs. Non, mais bon, vous commencez tous les week-ends. En tout cas, on est hyper content de les aider. C'est ma question. Est-ce que, dans une certaine mesure, vous ne vous transformez pas en influenceur du péri, de l'extrascolaire ? En tout cas, est-ce que c'est votre souhait ? C'est pas l'objectif. On fait vraiment ça pour le plaisir. Ouais. Et puis, on continuera tant qu'on aime ça et tant que ça continue à plaire et les gens sont contents et nous aussi. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. J'étais ravie de vous recevoir, Stéphane Vincent. Merci. Je rappelle que Super Futur existe depuis maintenant 1 an et 1 mois, mais qu'elle a de grands pas, voilà, de grandes années à venir. Et c'est une entreprise. Exactement. Qui permet donc de pouvoir s'orienter à merveille, savoir où est-ce qu'on va, dans quelle discipline on est les meilleurs et surtout quel métier qui nous scie le mieux. Donc n'hésitez pas à aller voir superfutur.com.fr, pardon, français, oui monsieur, français. Merci de nous avoir suivis, canal 247 sur les Freeboss, cooltv.com, Raphaël Morel à la réalisation, au son c'est Thibaut Gouril-Lafont, au make-up c'est Thaïs Sayad, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. À demain, ciao.